Bonjour à tous. Nous allons commencer la table ronde. Alors, il y a une dizaine de jours, Libération titrait 60 000 Français privés d'eau potable et ce n'est que le début. Face à des taux de conformité PFAS supérieurs à la norme, la consommation d'eau de 26 collectivités du Grand Est ont été privées ou restreintes en eau potable. Et le journal avertit, ce n'est que le début. Médias et ONG alertent sur le phénomène des PFAS. Alors, que sont les PFAS? Ce sont des substances chimiques très persistantes qu'on utilise dans les nombreux produits de la vie courante pour leurs propriétés anti-adhésives, imperméables et résistantes à la chaleur. D'ailleurs, selon une étude du baromètre du Centre d'information sur l'eau réalisée par Kantar, un Français sur deux se déclare préoccupé par la pollution aux PFAS. Dans ce contexte, les législateurs agissent au niveau national et au niveau européen. D'ailleurs, pas plus tard qu'hier, un amendement a été adopté au projet de loi de finances visant à créer une redevance sur la pollution de l'eau potable par les PFAS. Dans ce contexte, comment les collectivités peuvent-elles agir face à ces enjeux qui inquiètent? Et surtout, comment les accompagner dans la mise en œuvre de solutions concrètes en termes de prévention et de traitement? Je vais vous présenter les intervenants aujourd'hui qui ont accepté de participer à notre table ronde et je les en remercie. Donc, Monsieur René Martinez, vous êtes élu conseiller municipal de Saint-Symphorien-d'Ozon et vice-président du syndicat mixte d'eau potable de Rhône Sud. Laura Chiron, bonjour, vous êtes chef de projet au pôle prévention, spécialiste des PFAS à France Nature Environnement. Monsieur Stanislas Pouradier-Duteil, vous êtes le président de la commission scientifique et technique de la FP2E. Et Madame Estelle Grelier, vous êtes présidente de la Fédération professionnelle des entreprises de l'eau. Alors, d'après une étude FP2E réalisée également par Kantar, 72% des Français pensent que le thème de l'eau devrait être inscrit dans les programmes pour la campagne électorale des municipales. Et parmi eux, 64% pensent que la campagne électorale doit être l'occasion de discuter des solutions pour agir contre les pollutions dans l'eau. Alors, Madame Estelle Grelier, pourquoi cette préoccupation croissante des Français à l'égard des pollutions de l'eau, et en particulier les PFAS? Bonjour à tous. Je pense qu'il y a déjà une préoccupation des Français sur le sujet de la qualité et de la disponibilité de l'eau, qui est de plus en plus en conscience des citoyens, parce qu'on sait que le secteur de l'eau et ces politiques publiques de l'eau sont transverses de nombreuses politiques publiques, et notamment celles qui sont pilotées par les communes et les intercommunalités. Je pense qu'il y a une émergence liée aux aléas climatiques, aux dérèglements climatiques, qui sont perçus par des réalités physiques par les habitants. Ça, ce sera mon premier point d'introduction. Le second point, c'est que quand on parle de pollution, quand on en parle dans les médias, quand on sait que ce sont des pollutions qu'on découvre quelque part nouvellement, dont les analyses toxicologiques ne sont pas toutes sous votre contrôle disponibles, il y a évidemment sur un aliment qu'on ingère au quotidien une inquiétude légitime d'un habitant qui se dit j'espère que je bois de l'eau de bonne qualité. Et quand on a fait le baromètre Kantar CIO, on s'apercevait qu'il y avait quand même la moitié des habitants interrogés qui étaient inquiets du traitement de ces pollutions dans l'eau du robinet. Donc ça, c'est un point qui est important et qui doit nous amener, et les entreprises de l'eau plaident pour ça, à avoir une bonne transparence sur la qualité de l'eau qui est distribuée. Donc on a un certain nombre de dispositifs là-dessus qui commencent quand même par rappeler que c'est le produit alimentaire le plus contrôlé en France. Il y a des millions et des 18 millions, je crois, de contrôles par an qui sont effectués. Cette augmentation d'une trentaine de pourcents depuis la dernière décennie. Donc un produit de plus en plus contrôlé, qui est nettement moins cher que l'eau en bouteille, et sur lequel il faut continuer à convaincre de la qualité. Après, il y a le sujet, je crois, c'est le troisième point, mais qu'on abordera, j'imagine, dans une autre de vos questions, c'est de dire, puisqu'il faut traiter de plus en plus de nouvelles substances qui réglementairement sont imposées en tant que traitement, et c'est une bonne chose, d'où va venir l'argent, et c'est le coût associé à ces nouveaux traitements, auxquels s'ajoute le sous-investissement un peu chronique dans les réseaux que nous connaissons dans notre pays. Donc je pense que c'est autour de ça qu'il y a une forme de sensibilité, de conscience qui s'est organisée au plan citoyen. Merci. Laura Chiron, il y a un mois environ, l'ANSES a publié pour la première fois une grande étude de compilation de données. Il me semble que c'est près de 2 millions de données concernant 142 PFAS. Alors aujourd'hui, où trouve-t-on des PFAS en France?
Et pourquoi? Et quels sont les risques sanitaires associés? C'est une très bonne question. Je voulais revenir justement un petit peu au début sur ce qu'on entend par PFAS et pourquoi est-ce qu'on en a justement autant entendu parler, notamment dans les médias. Parce que en fait, c'est des substances qui sont énormément utilisées et qui ont un caractère très persistant. Et donc en soi, en fait, on les retrouve un peu partout dans l'environnement, c'est-à-dire qu'on en retrouve dans l'eau, les sols, l'air ou encore les sédiments. Et donc ces substances qui, en plus de ça, ont la particularité d'être bioaccumulables, en fait, finalement, s'accumulent dans chaque être vivant et finissent par être présents, y compris dans la chaîne alimentaire finalement de l'homme. Et donc, on sait aujourd'hui que les populations sont particulièrement exposées à ces substances et du coup, un peu par tous ces milieux, c'est-à-dire par l'air, par l'alimentation, par évidemment l'eau de consommation, et puis par tout un tas de produits du quotidien. C'est ce que vous rappeliez en introduction, c'est-à-dire qu'on a beaucoup entendu parler par exemple des poêles en téflon, mais en fait il y a également les textiles, il y a tout un tas en fait, de produits qui utilisent ces substances pour leurs propriétés particulièrement pratiques, telles que le fait qu'elles soient imperméabilisantes, etc. Et donc elles se sont vraiment implantées dans beaucoup de nos processus de fabrication. Et donc il y a vraiment un enjeu autour de ça, leur présence notamment dans les sites de fabrication, qui ont prouvé que les travailleurs-travailleuses de tous ces sites industriels étaient les plus exposés. Et après, en France, comme vous le disiez, la donnée arrive un petit peu au fur et à mesure, donc on n'a pas encore une visibilité qui soit la plus transparente, mais on pense bien sûr au bassin lyonnais, où on a eu un très très fort taux de contamination de par la présence de sites industriels comme Arkema et Daikin. Mais là, récemment, on a eu des hauts taux de contamination qui ont été relevés, notamment dans l'eau, dans le Grand Est ou encore dans les Hauts-de-France. Et on sait que ces données, voilà, elles vont arriver de plus en plus et qu'il faut répondre à la préoccupation des Françaises et des Français. Merci beaucoup pour ces explications très claires. Justement, Monsieur René Martinez, vous êtes élu à Saint-Symphorien-d'Ozon, un territoire qui a été concerné par la contamination, qui est concerné par la contamination au PFAS. Donc, en quoi est-il concerné votre territoire justement par ces pollutions et d'où proviennent-elles? Et quelles ont été les mesures que vous avez prises pour y remédier? Bonjour à tous. Merci Suez de m'avoir donné la parole et la possibilité de vous dire comment nous avons réagi par rapport à ce qui nous arrivait. Des PFAS dans l'eau, je ne savais pas ce que c'était. Et aussitôt, un comité de crise s'est créé avec Suez et le syndicat Rhône-Sud. Et nous avons, à partir de là, élaboré un plan qui permettrait de pouvoir traiter le problème des PFAS. Suez, qui a un laboratoire, a pu faire un pilote. Et à travers ce pilote, il en est résulté que les charbons actifs pouvaient traiter les PFAS. Alors nous avions aussi la chance d'avoir une usine déjà en route depuis 10 ans. Usine qui était là pour traiter des produits plutôt phytosanitaires et benzène, donc sur la nappe alluviale du Rhône, et qui a apporté une entière satisfaction, puisque aujourd'hui, on a complètement anéanti ces problèmes, et les PFAS, c'était autre chose. Alors bien entendu, on est victime d'un système qui est mis en place et autorisé par l'État, puisque vous avez des entreprises qui fonctionnent encore avec ces produits et qui nous arrivent directement dans notre nappe. Malgré le pilote qui a été fait, il est fait, j'allais dire, dans un aquarium. Et pour faire ça, retransmettre ça dans une surface où il y a 6 réacteurs, 6 bassins, est-ce que c'était gagné? Est-ce que c'était pas gagné? Et nous avons posé toute notre confiance sur Suez, effectivement. Et ça a réussi, puisqu'aujourd'hui, allez, je vais vous le dire, ça date d'il y a 2 jours, on est dans la norme européenne et nationale. On est à 0,96 nano. Donc, avec un seul réacteur en route. Un deuxième sera en route dans quelques semaines, dans 2 ou 3 semaines. Et enfin, les 4 autres seront d'ici le mois d'avril. Alors, vous voyez qu'il y a déjà une satisfaction puisqu'on est rentré dans la norme avec ces charbons actifs.
Les associations de défense consommateurs de toutes sortes se sont emparées du sujet. Et il y a eu aussi Vert de Rage, il y a eu récemment Jamy, où j'ai pu dire 2 mots. Et là, on a apaisé un petit peu la population qui était inquiète. Et ça, c'est une grande satisfaction pour nous, élus. Les 6 réacteurs fonctionneront dans 4, 5 mois, 6 mois. Et à partir de là, nous pouvons tranquillement continuer à distribuer de l'eau de qualité. Pour aller aussi vite, en 1 an, ce n'était pas gagné. Nous avons utilisé une méthode de marché public qui n'est pas trop utilisée, un sourcing, qui a permis d'aller très vite, de choisir la société, l'entreprise qui pourrait le faire. C'était Suez qui a gagné, bien entendu, le marché. Et aussitôt, les travaux se sont mis en route et nous avons été les premiers, je dirais les premiers, à pouvoir distribuer de l'eau dans les normes prévues par l'État. Merci beaucoup, un bel exemple de l'efficacité des entreprises de l'eau. Alors, Monsieur Stanislas Pourradé-Dutheil, justement, comment les PFAS sont-ils réglementés aujourd'hui en France et en Europe ? Quel rôle jouent justement les entreprises de l'eau ? Il me semble que certaines ont mené des études exploratoires pour voir les PFAS. Et concrètement, quels sont les traitements disponibles aujourd'hui ? Nous avons entendu charbon actif, mais il me semble qu'il y a aussi d'autres traitements. Bonjour. Oui, alors la réglementation que nous avons en France est la traduction de la directive européenne sur l'eau potable de 2023 qui fixe le seuil sur la somme des 20 PFAS à 100 nanogrammes ou 0,1 microgrammes par litre. Donc ça, je crois qu'il y a beaucoup d'analyses qui ont été faites. Madame la Présidente a dit qu'il y avait 18 millions d'analyses qui étaient faites, auxquelles les entreprises de l'eau rajoutent 9 millions d'analyses chaque année. Donc en fait, l'eau est contrôlée par plus de 80 000 analyses par jour. Alors vous me direz, ça permet d'accumuler de la donnée, ça permet de travailler en collaboration avec les autorités sanitaires pour partager les données de façon à avoir une cartographie, élaborer des cartes. On peut avoir des hotspots parfois dans des zones industrielles et parfois on a des surprises, des endroits où on ne pensait pas en trouver. Alors chaque entreprise a un petit peu mené sa politique industrielle. Il y en a qui ont fait par échantillonnage, il y en a qui ont fait 100% des ressources qui étaient confiées en délégation aux entreprises de l'eau. Ce sont des choix industriels qui ont été faits et qui permettent par ailleurs, on travaille vraiment en étroite collaboration avec les autorités de santé de façon à pouvoir, je dirais, échanger de la donnée, échanger tout un tas d'informations. Parce que, je le rappelle, l'eau, c'est un bien de santé publique. C'est un bien qui est régenté par le ministère de la Santé, à la différence de l'eau, bien commun, qui dépend du ministère de l'Environnement. Donc, c'est un bien de santé publique sur lequel toutes les entreprises travaillent pour apporter une sécurité sanitaire et régler les problèmes réglementaires, les problèmes sanitaires lorsqu'il y en a. Merci beaucoup. Donc vous parlez de traiter ces pollutions, mais en amont, Laura Chiron, quelles sont les solutions pour réduire ces pollutions qui sont principalement industrielles à la source ? Et surtout, comment vous communiquez auprès des concitoyens ? Est-ce que vous travaillez avec les collectivités sur ce sujet-là ? Oui, tout à fait. Merci pour cette question. Vous l'avez bien dit, il y a un vrai enjeu sur cette pollution, tant elle est importante, c'est d'agir à la source finalement, c'est de la réglementer et de l'éviter pour limiter tant que possible les émissions dans l'environnement. Là-dessus, en tant que fédération d'associations, on travaille bien sûr au niveau national, mais aussi au niveau européen, parce que je rappelle, peut-être que certaines personnes ici le savent, mais il y a un projet de restriction qui est en cours d'étude au niveau de l'Union européenne, dont le but en fait serait vraiment de restreindre la famille des PFAS dans son ensemble, donc dans énormément d'usages, sauf exception indispensable, type domaine de la santé, etc. Mais en tout cas, il y a un projet qui est actuellement à l'étude, qui est un projet très très important, donc qui met des années à être étudié, mais qui vise justement à restreindre l'utilisation de ces substances au maximum et voilà, ainsi limiter leur émission directement dans l'environnement.
mais il y a d'autres choses à faire en attendant. Vous rappeliez le rapport de l'INSEE qui vient de sortir. Donc, ce rapport préconise notamment en tout cas, en attendant justement une telle limitation, de surveiller de plus en plus de PFAS, puisque pour le moment, en fait, seuls 4 PFAS sont vraiment réglementés et 20 vont être surveillés de manière obligatoire à partir de janvier 2026. Mais en tout cas, il y a un vrai besoin d'avoir plus de données, d'élargir en fait cette recherche sur davantage de PFAS, au moins des centaines, même si on sait que ça concerne des milliers de substances, donc c'est très très important. En tout cas, une autre mesure, nous, qu'on porte et qui est portée par d'autres associations, mais aussi par certains industriels, c'est en fait en attendant un arrêt total en fait, des rejets à queue de PFAS, ce serait par exemple de mettre en place des valeurs limites d'émissions à court terme qui permettraient en fait, déjà de prendre un premier pas et puis de pouvoir vraiment mesurer concrètement nos émissions industrielles. Et puis enfin, là on marche un peu sur une autre plate-bande, mais en tant qu'association, on parle énormément aussi de l'enjeu des pesticides. Et on sait qu'aujourd'hui, certains PFAS qu'on retrouve notamment dans l'eau, je pense au TFA, sont issus d'épandage notamment d'herbicides. Et donc on travaille sur cet enjeu pour essayer de lutter à ce niveau-là aussi. Sur la manière dont on communique, c'est un vrai sujet parce que on essaye, comme beaucoup, d'ailleurs comme les collectivités aussi, de ne pas être forcément culpabilisant pour le consommateur. En fait, c'est un sujet qui est compliqué parce qu'il peut être anxiogène en plus. Donc, nous, on communique surtout pour que le sujet existe, pour que justement ces substances soient réglementées et soient gérées au mieux. Mais on essaye de ne pas responsabiliser le consommateur et aussi de faire attention à un éventuel report, par exemple, de la consommation d'eau en bouteille, puisque nous, il y a l'enjeu de la pollution plastique à côté, sur laquelle on est assez mobilisé. Donc, c'est un vrai enjeu, mais en tout cas, je pense que l'enjeu, il est autour de l'information du consommateur et puis pour permettre des mesures importantes quand on relève une contamination. Et puis sur votre dernier point, sur comment on travaille avec les collectivités, donc France Nature Environnement, c'est un mouvement associatif, donc c'est 6000 associations à peu près Hexagone et Outre-mer, et du coup on est très présent dans les instances locales, notamment les instances de l'eau. On participe à des événements, on sensibilise beaucoup évidemment, notamment à la qualité de l'eau. On a aussi un rôle de vigie, puisqu'on a un outil qui s'appelle Sentinelle de la nature, qu'on utilise beaucoup pour, par exemple, signaler des cas de pollution, etc. Donc c'est à double enjeu. Je pense que la collaboration avec les collectivités sur l'enjeu des PFAS, elle a vocation à augmenter encore et à s'accélérer. En tout cas, nous, on encourage vraiment les collectivités, notamment dans leur rôle d'acheteurs publics, etc., à prendre en compte la question des PFAS le plus possible et à se rapprocher des associations aussi pour parler à leur territoire. Merci beaucoup. On comprend bien qu'il y a un réel enjeu de transparence vis-à-vis des concitoyens. Justement, René Martinez, au sein de votre commune, est-ce que vous avez mis en place des outils de communication spécifiques à la fois auprès des professionnels, donc principalement les industriels, et encore les particuliers, peut-être en collaboration avec votre délégataire? Est-ce que les citoyens ont été en demande d'information? Comment avez-vous communiqué? Oui, on a communiqué à la fois par des réunions publiques dans plusieurs mairies. Nous avons communiqué aussi sur la presse qui nous a questionnés, puisqu'il y a eu la presse nationale qui nous a approchés pour savoir et connaître le résultat de nos projets. Donc oui, la population est informée. Si elle n'est pas informée suffisamment par nous, elle l'est par les associations qui ont relayé l'avancée des choses. Alors aujourd'hui, notre délégataire, à travers la facture annuelle ou biannuelle, informe aussi de la qualité de l'eau, puisque nous le devons. L'ARS qui aussi communique sur le taux de PFAS qu'il y a dans l'eau. Alors on est monté à 180 nanogrammes, donc on n'est pas très élevé. Il y a bien des domaines où c'est le double, le triple, voire plus. Donc là, on est arrivé à maîtriser ça. Après, il y a le problème des coûts. Le problème des coûts, aujourd'hui, la modification de l'usine s'élève à 3 500 000 euros. Et nous avons reçu une aide de l'agence de l'eau d'1 750 000, à peu près c'est la moitié. Donc à charge pour la collectivité, je parle en hors taxe,
donc de 1 750 000 pour modifier l'usine. Et le problème n'est pas seulement là. L'investissement, il est fait une fois, mais le fonctionnement, lui, c'est là où c'est plus compliqué. Le fonctionnement est inversé. On va consommer beaucoup plus de charbon actif. Et cette consommation, elle est due d'une part au rejet des pollueurs, du volume des rejets des pollueurs, mais aussi du débit du Rhône, de la hauteur du Rhône qui pénètre dans la nappe alluviale. Et tout ceci, mélangé l'un et l'autre, il faut arriver à trouver le juste niveau pour que l'eau soit dans les normes. Donc le prix du mètre cube, et c'est là où l'abonné est surtout intéressé, aujourd'hui, il faudrait attendre de fonctionner de façon complète, c'est-à-dire d'avoir les 6 réacteurs en route. Cependant, il y a des hypothèses qui ont été émises et on sait que ça peut varier entre 10 et 15 centimes par mètre cube, ce qui n'est pas catastrophique. Ça peut être absorbé, si la collectivité a un budget sain, elle doit pouvoir en partie absorber et à une partie ce que l'usager participe aussi à sa façon. Donc, je n'ai pas trop d'inquiétude sur le coût final. Ceci dit, les pollueurs ont leur aussi responsabilité là-dedans. On n'ira pas dire merci de nous avoir envoyé des PFAS et ça ne nous coûte pas trop cher. Non. Il y a un combat aujourd'hui qui est juridique, qui est installé et il faut attendre le résultat dans les mois qui viennent ou années qui viennent, parce que ça ne va pas se faire si facilement. Chacun, du moment qu'ils ont une autorisation, je ne sais pas s'ils seront attaquables, on verra. Ce n'est pas nous qui l'avons donné, c'est l'État. Donc, on a bon espoir pour maîtriser les coûts, je dirais maîtriser, sachant qu'on va consommer beaucoup plus de charbon qu'on utilise aujourd'hui. Merci beaucoup. Il y a un vrai, effectivement, enjeu du financement pour la dépollution. Stanislas, les entreprises de l'eau, on va dézoomer un petit peu de la France, ont des retours d'expérience sur les pays étrangers, notamment de lutte contre les PFAS, notamment aux États-Unis. Oui. En quoi est-ce un levier d'action qui peut être efficace pour nous ? Alors en fait, l'avantage des entreprises de l'eau, c'est qu'elles sont un peu présentes partout. En fonction de réglementations qui aux États-Unis sont différentes, par exemple en Allemagne, on bénéficie de retours d'expérience de ce qui a marché sur les techniques. En France, on a des techniques, le charbon actif, monsieur en a parlé. On a aussi les solutions à membrane qui arrêtent tout, les solutions membranaires. Mais aux États-Unis, il y a les systèmes d'absorption sur résine qui ne sont pas encore agréés par les autorités sanitaires en France et qui fonctionnent très bien. Donc je dirais l'avantage d'une couverture large, c'est de pouvoir aller plus vite pour faire face à ces nouvelles problématiques qu'on a autour des PFAS. Vous parliez du coût. Je pense qu'il faut rappeler que c'est de l'ordre de 1 € par jour et par famille. J'ai fait un petit calcul, c'est 10 minutes de parking en surface à Paris. Donc on relativise aussi. Le domaine du coût est une chose, celui de l'accessibilité en est une autre. Et les entreprises mettent en place, sur demande de leur collectivité délégante, toutes des ingénieries tarifaires qui permettent d'assurer une accessibilité à tous, quelle que soit sa condition. Et ça fait partie de la gestion qu'on appelle la gestion des clients, la gestion de la facturation, l'adaptation des tarifs aux moyens de chacun, est quelque chose qui doit être envisagé devant les investissements qui sont importants, de façon à mettre personne dans la difficulté. Et je crois que c'est important aussi de relativiser ce bien essentiel au regard du coût de ce que chacun peut contribuer à faire. Et vous avez raison de dire aussi, le principe du pollueur-payeur, il faut un petit peu, ça se met en place, la responsabilité élargie du producteur. Bon, voilà, ce sont des choses qui se mettent en place. Donc, à l'international, beaucoup d'expériences des entreprises dans ces sujets qui permettent d'importer des techniques qui ont déjà été largement déployées de façon le copie en adapte, en fait, ce qui permet de gagner du temps et de l'efficacité et des coûts. Merci beaucoup.
Pour conclure, on comprend bien que les entreprises de l'eau sont des spécialistes en gestion de crise, font de la recherche-développement en anticipation et qu'il y a une réelle plus-value de ce qu'on appelle la Silicon Valley de l'eau. Madame la Présidente, on a commencé à aborder le sujet, mais justement, comment financer ces nouveaux traitements pour être à la hauteur des défis de demain qu'on comprend sont assez prégnants? Peut-être déjà rappelé, et vous l'avez bien fait, monsieur le vice-président, que les entreprises de l'eau, elles savent faire face aux nouvelles pollutions, à leur traitement, parce que le secteur emploie environ 1000 chercheurs qui, j'allais dire, au quotidien, tout au long de l'année, travaillent sur ces sujets en anticipation. C'est aussi la raison pour laquelle, au moment où ça se présente quelque part, les entreprises de l'eau sont prêtes avec leurs solutions. Petit point à indiquer sur comment on finance le coût du service. Moi, je crois que la pédagogie que l'on fait autour des services d'eau est globalement assez insuffisante. Il y a beaucoup de gens encore qui pensent qu'on ouvre le robinet, il y a de l'eau potable, bon ça jusque-là c'est logique, et que tout ça ne devrait pas coûter aussi cher. C'est parce que probablement on ne sait pas dire, et parfois c'est difficile aussi pour les élus non pas d'expliquer, mais de faire adhérer à toutes les technologies qu'il y a pour obtenir une eau de qualité et en disponibilité suffisante. Ça n'est pas aussi simple que ça, notamment parce que la décision du prix, qui dépend du coût du service, c'est une décision locale. Donc on voit son élu sur les marchés, on peut l'interpeller, ce qui est parfois plus difficile à assumer. Ça, c'est le premier sujet. Nous, ce que nous disons depuis les entreprises de l'eau, c'est qu'il y a plusieurs principes, vous les avez rappelés, qui sont importants. Le premier principe, c'est l'eau paye l'eau. Alors tout le monde dit, bah oui, l'eau paye l'eau, mais en fait, pas vraiment. Au moment où les discussions budgétaires sont en place, on rappelle que la suppression du plafond mordant, ce serait une bonne chose. C'est-à-dire que tout ce que l'usager paye dans sa facture pour aller aux agences de l'eau, pour redistribuer ensuite sur les territoires, bah, il faudrait que ce soit le cas et que ça ne vienne pas abonder le budget de l'État. Premier principe. Deuxième sujet, principe pollueur-payeur. Les directives européennes, elles le rappellent. C'est pas aussi simple que ça. Déjà, ça coûte cher. Parfois, on ne retrouve pas les entreprises parce qu'elles ne sont plus sur zone quand elles ont pollué. Donc, c'est comment on arrive à prendre en charge le coût de cet héritage industriel que nous découvrons, j'allais dire, un peu plus tard. Donc, le principe du pollueur-payeur pour faire en sorte que l'usager domestique ne prenne pas en charge tous les financements, ce qui est quand même un peu aujourd'hui le cas. Et en fait, à la fin, on a aussi une structuration de la facture d'eau qui n'est pas équilibrée, puisque les services d'eau, et vous le savez tous, c'est globalement 85% de charges fixes, et ça repose sur à peu près 20% de parts fixes, c'est-à-dire qu'il y a une grande variabilité qui est liée notamment au mètre cube d'eau consommé et ou traité. Donc il faudrait pouvoir rééquilibrer ce point, c'est la raison pour laquelle nous plaidons aussi pour une augmentation de la part fixe, pour stabiliser ces financements et faire en sorte qu'ils convainquent par les services, la qualité de service et la qualité de l'eau qui est distribuée, les citoyens, et de faire en sorte qu'il y ait une pédagogie renforcée, j'insiste, sur le coût d'un service d'eau potable et d'assainissement. Merci beaucoup. C'est ainsi que se clôt notre table ronde. Et vous pouvez aussi télécharger le document que la Fédération vient publier sur les... Oh, bien sûr, allez-y. Je voulais dire que ce qui nous importait le plus, avant de vous en aller, ce n'était pas le prix de l'eau, c'était de distribuer de l'eau potable. Et quand vous êtes élu et que vous avez 150 000 abonnés et que vous ne savez pas de quelle manière on va pouvoir gérer cette affaire, ça nous tombe dessus. Heureusement, on a travaillé avec notre prestataire Suez et on a vraiment passé quelques soirées difficiles, mais on y est arrivé. Le prix, après, c'est un second problème. On sait faire. Ce qu'il fallait savoir faire avant tout, c'était la technique. Et là était le problème. On a réussi, tant mieux, et je remercie Suez. Merci beaucoup à tous.